Nous sommes le 19 décembre 2025. Et aujourd'hui, à Washington, D.C., il se passe quelque chose d'assez surréaliste, on peut le dire. Oui, Sur la façade d'un des lieux culturels les plus connus des États-Unis, on voit des ouvriers, sur des nacelles, qui sont en train de fixer d'immenses lettres dorées sur le marbre blanc du Kennedy Center. et ces lettres, elles forment un nom. Donald Trump. Juste à côté de John F. Kennedy. L'image est saisissante. C'est une image incroyablement forte, oui. On pourrait être tenté de balayer ça, de dire que c'est une énième provocation ou un simple fait divers politique. Oui, un caprice de plus. C'est ça. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de regarder cet événement non pas comme une simple nouvelle, mais comme le symptôme d'une transformation bien plus profonde. Une transformation du pouvoir, de son rapport à l'histoire, à la mémoire, au symbole. Exactement. Vial, des lettres sur un mur, pour toucher à quelque chose de beaucoup plus fondamental. Pour nous guider dans cette analyse, on va s'appuyer sur un texte vraiment passionnant. Hmm. Il a été publié dans la revue La Société observée sous la loupe, c'est signé par le Laboratoire d'analyse des grands discours contemporains et c'est édité par le linguiste et sociologue Pierre Fraser. Et le titre dit tout ? Le titre dit tout, Donald Trump ou l'art de se graver dans la pierre et l'histoire. Notre mission, c'est donc de décortiquer la méthode, le symbolisme et bien sûr les implications d'un tel geste. Alors, plongeons dans ce qui se joue sur les rives du Potomac. C'est un geste qui, comme le souligne très bien l'analyse de Fraser, espère que la pierre va précéder le jugement de l'histoire. Une idée sur laquelle on va revenir parce qu'elle est vraiment centrale. Commençons par la scène elle-même, ce matin, du 19 décembre. L'analyse décrit ces ouvriers qui installent les lettres, et le texte insiste sur un détail qui a toute son importance. Lequel ? L'opération est menée de manière presque nonchalante. Elle est décrite comme banale, quasi administrative. Il n'y a pas de grande cérémonie, pas de discours enflammé sur place. Non, c'est une tâche à exécuter. C'est ça, une consigne parmi d'autres. Et c'est précisément cette banalité qui est fascinante. Et inquiétante. Elle sert à normaliser un acte qui est tout sauf normal. L'analyse, d'ailleurs, convoque d'emblée une lecture philosophique pour prendre de la hauteur. Elle cite Nietzsche. Ah oui, Pour lui, il y a une grandeur qui parle trop. C'est cette idée que lorsque la reconnaissance doit être affichée avec autant d'insistance, c'est qu'elle ne vient plus couronner une œuvre réelle. En fait, elle la remplace. l'hommage devint l'œuvre elle-même. Exactement. C'est le trophée qui précède la victoire. C'est une formule incroyablement forte, ça. Donc, en gros, plus le tribut est bruyant, moins il y a de substance derrière. C'est ça l'idée. C'est tout à fait ça. Le besoin de s'inscrire sur les murs, ça trahit une forme de vide. D'ailleurs, l'analyse de Fraser fait un parallèle avec la pensée pascale sur le moi incapable de supporter son propre vide. Hmm. C'est l'image d'un pouvoir qui ne se contente plus de gouverner, mais qui a un besoin viscéral, presque existentiel, de se rendre hommage à lui-même, en permanence. Il faut combler ce vide. Oui, il faut le combler par une inscription matérielle, s'assurer une permanence face à l'impermanence du pouvoir. La pierre devient une sorte d'assurance contre l'oubli. Donc, ce n'est pas une célébration d'un héritage, mais une tentative d'en créer un, là tout de suite, par la force. Ça paraît fou qu'une décision aussi énorme puisse passer comme ça. Comment est-ce qu'ils ont réussi à faire valider un truc pareil, concrètement? On parle du Kennedy Center, quand même. Eh bien, la mécanique est d'une simplicité désarmante. Et c'est ce que l'article décortique très bien. Tout s'est joué la veille. La veille? Oui, lors d'un vote du conseil d'administration du centre. Un vote qui, nous dit le texte, a été unanimement favorable. Unanime. Vraiment? Sur un sujet aussi sensible. Mais qui sont les membres de ce conseil pour que ça passe comme une lettre à la poste? Et c'est là qu'est toute la clé. L'analyse met en lumière le point crucial. Ce conseil d'administration a été intégralement recomposé par Donald Trump dès le début de son second mandat. Ah, d'accord. Les anciens membres ont été remplacés par des fidèles, des donateurs, des proches. On a donc un organe de gouvernance entièrement acquis à sa cause. Qui valide une décision le glorifiant. Logique. Quant au prétexte officiel, il est presque devenu un classique. Il s'agissait, et je cite, de sauver le Kennedy Center d'une contamination idéologique attribuée aux années Biden. On connaît la chanson. Mais au-delà de la composition de ce conseil, ce qui est frappant, c'est la rupture que ça représente. Absolument. Et pour bien comprendre la nature de cette rupture, il faut se souvenir de comment le centre a été nommé à l'origine. Le texte nous rappelle un fait historique essentiel. Il ne s'est pas toujours appelé comme ça. Non. À la base, c'était le National Cultural Center.
Il a été rebaptisé John F. Kennedy Center for the Performing Arts par une décision du Congrès en 1964, après son assassinat. C'est un acte législatif. C'est donc le Congrès qui l'a inscrit dans la mémoire nationale. C'est ça. Et logiquement, toute modification de ce nom aurait dû, pour respecter la symétrie des formes, passer par cette même instance, par le Congrès. Mais ça n'a pas été le cas, évidemment. C'est un conseil d'administration nommé par le pouvoir exécutif qui a complètement court-circuité le pouvoir législatif. Sur un sujet qui relève du patrimoine symbolique de la nation. Et c'est là que l'analyse cite le philosophe romain Sénèque. Sénèque. Sénèque, nous dit le texte, aurait probablement parlé ici d'une faute contre la retenue. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette lecture, ce n'est pas tant la critique de l'excès de pouvoir en lui-même, c'est plutôt le mépris des formes, l'impatience. Le refus de suivre les règles du jeu. C'est ça, le refus de suivre les processus qui justement légitiment l'autorité. Donc, si je comprends bien, pour Sénèque, le vrai problème, ce n'est pas tant la décision elle-même que la manière brutale, ce court-circuitage des institutions. C'est ça le vrai signe d'un pouvoir qui déraille. C'est exactement ça. C'est l'incapacité à respecter les rituels et les institutions qui donnent sa tenue, sa dignité au pouvoir. Quand on se passe de ces formes, on n'a plus l'autorité, on n'a que la force brute. Et ce nom sur le mur. D'après l'analyse, ce n'est que la touche finale d'un projet de prise de contrôle beaucoup plus large de ce lieu culturel. Oui, l'article de Pierre Fraser explique ça très bien. Depuis environ 1 an, le président fréquente très assidûment le Kennedy Center, un lieu qu'il avait superbement ignoré pendant tout son premier mandat. Ce n'est pas un regain d'intérêt soudain pour le ballet ou l'opéra, j'imagine. Bon, on peut le supposer, oui. Il ne fait pas que de fréquenter, il le transforme, il le colonise. Le texte parle d'une empreinte laissée comme on marque un espace conquis. Le lieu devient une extension de son propre décorum. Un prolongement intérieur de la Maison-Blanche. C'est ça. Et les exemples donnés dans l'analyse sont très très concrets. La liste est assez parlante, en effet. Des programmes de danse contemporaine jugés trop hauts, que sont annulés pour non-conformité idéologique. Des concerts sont déplacés pour laisser place à des événements politiques, et même les décorations des grands halls sont modifiées pour correspondre à ses goûts personnels. Plus de dorures, j'imagine. Plus de dorures, des tapis plus épais, et pour illustrer cette appropriation, le texte nous donne un exemple qualifié de presque caricatural. Ah oui, je vois où vous voulez en venir. L'épisode du tirage au sort de la Coupe du Monde de football. C'est un cas d'école. Le Kennedy Center a été entièrement réquisitionné pendant 1 semaine entière pour l'événement. 1 semaine ? Toute la programmation artistique prévue pendant cette période, des concerts, des pièces de théâtre, a été purement et simplement annulée. Avec, et ça c'est le pompon, un prix de consolation remis au président au cours de la cérémonie. Une sorte de trophée pour le remercier d'avoir utilisé les lieux qu'il venait de vider de leur substance. Et le clou du spectacle, le détail qui transforme la scène en quasi-parodie, la cérémonie s'est terminée par une interprétation de la chanson YMCA. Non. Si, par, je cite l'article, « ce qu'il reste des Village People ». C'est un détail qui semble inventé pourtant. Attendez, pardon, mais les Village People qui chantent YCMCA au Kennedy Center pour clôturer un tirage au sort de foot. L'analyse présente ça sérieusement. C'est à la fois grotesque et terriblement révélateur. C'est ça. On n'est plus dans la culture, on est dans l'événementiel, l'animation, quoi. Et c'est précisément le point que soulève l'analyse. Elle connecte cet épisode à une idée philosophique classique sur la vanité bruyante. La vanité bruyante. C'est ce moment où le besoin d'occuper l'espace, de faire du bruit, de se montrer, l'emporte complètement sur la capacité à produire une valeur réelle, une œuvre qui se suffirait à elle-même. Et la culture dans tout ça ? La culture ne résiste plus. Elle n'est plus un contre-pouvoir ou un espace de réflexion. Comme le dit le texte, elle devient une simple bande-son pour la scène politique principale. Elle accompagne, elle applaudit, elle sert de décorum. Forcément, une telle transformation a dû provoquer des réactions. Le milieu culturel n'a pas pu rester les bras croisés, si. Non, bien sûr. Mais la réaction n'a pas été un grand front uni et spectaculaire. L'analyse décrit plutôt une série de défections, de protestations plus discrètes. C'est-à-dire ? Il y a eu des annulations volontaires de spectacles par des artistes en signe de protestation, des démissions de conseillers culturels importants, et même le départ de compagnies de théâtre prestigieuses qui ont décidé d'aller jouer ailleurs, à Washington, refusant de servir de caution. Et le public dans tout ça, il a suivi ? C'est là que c'est plus subtil. Le texte parle de signaux faibles. Ce n'est pas un boycott massif, mais une érosion lente. Moins d'abonnés de longue date qui renouvellent, des salles qui ont plus de mal à se remplir. Qui dépendent de promotions dernière minute ? Voilà.
Officiellement, la direction se félicite que les salles soient pleines, mais les initiés voient bien que la base fidèle s'effrite. C'est une perte de prestige. Donc d'un côté, on a ce lent exode, cette perte de substance, et de l'autre, quel est le discours officiel de la Maison-Blanche face à tout ça? La communication officielle, elle, vit dans un univers parallèle. Le texte cite la porte-parole qui, lors d'un point presse, salue le vote unanime du conseil d'administration. Sans préciser qu'il est composé de proches, bien sûr. Évidemment. Et elle célèbre aussi le travail qualifié d'incroyable du président pour avoir, selon ses propres mots, sauvé le bâtiment. Sauvé de la fameuse contamination idéologique. Précisément. Et face à ce discours, l'analyse de Fraser propose une dernière référence philosophique, et elle est particulièrement percutante. C'est celle du philosophe Sioran. Hmm. Pour lui, il y a une idée très forte en un hommage s'annule par le simple fait d'être exigé. Waouh, c'est dévastateur comme formule. Un hommage s'annule par le simple fait d'être exigé. C'est tellement juste. C'est ça. Plus on insiste sur le fait que l'hommage est mérité, moins on y croit. Plus l'éloge est forcé, appuyé, auto-célébré, plus il sonne creux. Et plus il se vide de son sens. La communication de la Maison-Blanche, en surjouant l'hommage, ne fait finalement que souligner le caractère artificiel et forcé de toute la démarche. Elle révèle ce qu'elle tente de cacher. Et on arrive à la conclusion. L'analyse se termine sur une note particulièrement ironique en nous rappelant l'histoire même de ce lieu. Le Kennedy Center n'est pas un bâtiment anodin. Non, pas du tout. Il a été inauguré en 1971 avec une œuvre de Leonard Bernstein, une messe qui avait été commandée par Jacqueline Kennedy elle-même. C'était un geste pour honorer la mémoire de son mari, un président assassiné. Le lieu a donc été pensé dès son origine comme un espace dédié à la mémoire, à la transmission, à la postérité. Un lieu qui regarde vers le temps long. Vers ce qui reste après nous. Et le contraste avec la situation d'aujourd'hui est... Absolument saisissant. Ce lieu, pensé pour la mémoire collective et le deuil d'une nation, devient un monument à la gloire d'un homme vivant. Et qui plus est un monument décrété par lui-même. Via un conseil d'administration à sa solde. C'est une inversion totale, un détournement du sens originel du lieu. C'est la synthèse finale de l'analyse de Fraser. Sa conclusion est que, à Washington, désormais, l'histoire n'attend plus de juger. Elle est convoquée, renommée et signée à l'avance. C'est une tentative de préempter le jugement futur. De figer une version de l'histoire avant même qu'elle ne soit écrite par les historiens. Le texte se conclut sur une phrase qui résume tout le propos et qui est vraiment puissante. Le pouvoir ne se contente plus d'agir, il se célèbre, s'inscrit et se nomme, espérant que la pierre précède le jugement de l'histoire. C'est une course contre la montre, n'est-ce pas? Oui, une tentative de construire un monument si gros, si solide que les générations futures ne pourront pas l'ignorer ou le démanteler facilement. C'est l'ultime pari contre l'impermanence. S'assurer que la version matérielle, celle qui est gravée dans le marbre, survivra au récit plus nuancé et peut-être plus critique que l'avenir construira. C'est une tentative de figer le présent pour qu'il devienne un passé indéboulonnable. C'est ça. Et tout cela nous laisse avec une question fondamentale, une pensée sur laquelle réfléchir. Lorsque les symboles de la mémoire collective sont réécrits de cette manière, en temps réel, par le pouvoir en place, que reste-t-il de l'histoire comme discipline du recul, de l'analyse et du jugement éthique? Comment une nation peut-elle encore faire la différence entre ce qui relève de l'héritage partagé et ce qui relève du pur marketing politique?